Il s'est vendu en millions d'exemplaires. Il a révolutionné votre enfance et aussi celle de vos parents. Aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire. Les jeux vidéo. A better change the story. L'histoire. Ah, les jeux vidéo, une belle histoire d'amitié entre la machine et l'homme, histoire qui commence dans les années 50. En 1951 exactement, un ingénieur américain dénommé Ralph Baer de la société Laura Electronics est chargé de concevoir la meilleure télévision du monde. Après avoir réfléchi sur la question, il propose d'y intégrer un module de jeu, mais cette idée est refusée par son employeur. Bien que n'ayant pas réellement produit de jeux vidéo, il est généralement crédité comme étant la première personne à avoir eu l'idée d'un jeu vidéo. Cette info était donc inutile. La véritable histoire du jeu vidéo commence donc en 1952 au Royaume-Uni, à l'université de Cambridge. A.S. Douglas, un professeur plein d'idées, possède une thèse sur les interactions homme-machine. Il décide, afin d'illustrer cette idée, de créer un jeu qui puisse être contrôlé sur écran. Il crée ainsi le premier jeu vidéo sur un EDSAC, un ordinateur de l'époque. Il s'agit d'un morpion dont l'un des joueurs est contrôlé par un ordinateur programmé. Ce jeu, du nom d'Oxo, est le premier dispositif au monde faisant affronter l'intelligence de l'homme face à celle d'une machine dans un jeu. Jeu certes ici minimaliste, mais jeu tout de même, le jeu vidéo était né. Quelques années plus tard, en 1958, William Higginbotham, un physicien américain, crée un jeu appelé Tennis for Two pour distraire les visiteurs du laboratoire national de Brookhaven où il se trouve, à New York. En reliant un oscilloscope à un ordinateur, Higginbotham propose une sorte de tennis simplifié, où deux adversaires doivent se renvoyer la balle au-dessus d'un filet à l'aide de deux manettes. Le premier jeu sur télé opposant deux joueurs humains par le biais d'une machine était né. Grâce à ces trois événements, toutes les bases du jeu vidéo étaient lancées. Console de jeu connectée sur un téléviseur, utilisation de l'ordinateur comme adversaire, et contrôle externe spécialement dédié. Nouvelle décennie, nouvelles avancées. En 1961, un groupe d'étudiants du MIT, mené par Steve Russell, programme un jeu nommé Space War, sur un PDP-1, un mini-ordinateur de l'époque de la société DEC. Le but n'était pas de créer un jeu en lui-même, mais d'expérimenter les possibilités du nouvel ordinateur. Spaceware met en scène deux vaisseaux spatiaux, chacun contrôlé par un joueur à l'aide d'une manette créée pour l'occasion, capable de tirer des missiles. Au centre de l'écran, une étoile crée un champ gravitationnel et un danger supplémentaire. Ce jeu, à la différence des précédentes tentatives, fut rapidement distribué sur les nouveaux ordinateurs de DEC et s'échangea à travers les prémices d'Internet. On considère qu'il s'agit du premier jeu vidéo largement diffusé, ayant eu une influence réelle. Techniquement, le jeu ne pesait que 9 KO et tournait à 200 000 instructions par seconde, une révolution à l'époque. En comparaison, ROM 2 fait 31 Go, soit 40 000 fois plus. 5 ans plus tard, en 1966, Ralph Baer, l'homme que nous avons mentionné plus tôt, qui en 1951 avait eu l'idée d'implanter un jeu vidéo dans une télé, adapta enfin son idée de jeu vidéo. Son premier jeu, tout simple, appelé Chase, avait la particularité de pouvoir être joué sur un téléviseur ordinaire, une implantation de sa première idée de 1951. Baer continua le développement et produisit, en 1968, un prototype pouvant faire tourner différents jeux, préfigurant les consoles de jeux modernes. Ah, les 70s, décennie des hippies, des pattes d'éléphant, du disco, et surtout, de l'apparition des jeux vidéo en tant que produits commercialisés en masse, tout d'abord sous la forme de bornes d'arcade, puis de consoles de salon. La plupart des genres de jeux vidéo furent également conçus durant cette période. En 1971, Nolan Bushnell et Ted Dabney créent un jeu d'arcade payant basé sur Space War, créé 10 ans plus tôt comme nous l'avons vu à l'instant, et le dénomme Computer Space. Nutting Associates achète le jeu, embauche Bushnell et fabrique 1500 machines. Les premières bornes d'arcade en série étaient nées, descendant de bien des générations de machines. Le jeu ne fut toutefois pas un succès, vraisemblablement à cause de sa prise en main complexe. Un an plus tard, en 1972, Nolan Bushnell, le même créateur Computer Space, je le redis, crée l'entreprise Atari et développe la même année un jeu vidéo qui fut le premier grand succès mondial, Pong.
Il s'agissait d'un jeu basé sur le tennis. Chaque joueur contrôlait un palais qui pouvait déplacer du haut en bas de l'écran. La balle était lancée quant à elle à partir du milieu de l'écran dans une direction aléatoire et les joueurs devaient simplement se la renvoyer. La programmation, encore assez sommaire, n'implantait pas encore d'adversaires potentiels gérés par l'ordinateur. Toutes les parties devaient donc jouer à deux. Oui, enfin parce que tout seul. Atari réussit à vendre 19 000 machines de son jeu, débutant ainsi l'engouement du public pour les bornes d'arcade, chose qui sera bientôt imitée par plusieurs concurrents. C'est également en 1972 qu'est commercialisée la première console de jeu pour particuliers, l'Odyssey. Basée sur les travaux de Ralph Baer en 1968, l'Odyssey était une console destinée à être connectée sur un poste de télévision. Construite principalement à partir de composants électroniques analogiques, elle ne connut pas un grand succès, bien que plusieurs compagnies proposant des produits similaires, dont Atari, durent, à cause de sa présence première sur les marchés, payer des frais d'autorisation pendant un certain temps, afin de produire eux aussi des consoles. Enfin, en 1972, William Faulkner, un programmeur amateur de jeux de rôle, développe sur le PDP-10 de son entreprise un logiciel qu'il appelle Adventure ou The Colossal Cave. C'est le premier jeu d'aventure vidéo contenant des textes. Avant GTA V, il y avait déjà des controverses dans le rapport du jeu vidéo et de la violence. En 1976, le jeu, Death Race, qui consistait à écraser des gremlins, ressemblant à des piétons, provoque la première controverse sur la violence gratuite dans les jeux vidéo. Chose qui pourrait pourtant paraître aujourd'hui amusante, mais le problème de la violence dans le jeu était bien né, et il n'allait pas finir de faire parler de lui. Enfin, deux dernières dates marquantes pour cette décennie, 1977 où Atari lance sa console Video Computer System, renommée par la suite Atari 2600, qui restera d'ailleurs sur le marché jusqu'aux années 80, et 1978 avec la première apparition de Nintendo dans le domaine du jeu vidéo, première d'une longue série d'ailleurs avec une borne d'arcade copiée sur le jeu éponyme Othello. C'est aussi l'année où arrive Space Invader en Europe, et le début de l'âge d'or de l'arcade. Une sorte de casse-briques où les briques ont l'apparence d'envahisseurs extraterrestres. Le jeu rencontre un succès énorme. Il fut d'ailleurs accusé d'avoir provoqué une rupture de pièces de monnaie à sa sortie. Le jeu connaît d'ailleurs un tel succès qui convainc des dizaines de constructeurs de pénétrer dans le marché en produisant leurs propres jeux vidéo. On note d'ailleurs qu'au Japon, la première polémique autour de l'abrutissement provoqué par les jeux vidéo prend place autour de ce jeu. Enfin, en 1979, époque des premiers jeux en couleur, un groupe de programmeurs d'Atari, mécontent de celle-ci, alors qu'elle était pourtant à son apogée et enchaînait les succès commerciaux, tels que Lunar Lander, Night Driver, Missing Commandant, Berserk, Breakout ou Battlezone, tous devenus de grands classiques, décident ensemble de créer la première société de développeurs tiers du jeu vidéo, Activision. Société qui connaîtra un fort succès jusqu'à nos jours grâce à ses franchises. Au début des années 80, les jeux vidéo restent encore principalement joués sur les bornes d'arcade, Pac-Man étant le plus joué du moment avec 100 000 exemplaires vendus rien qu'aux USA. Les consoles individuelles quant à elles ne supportant qu'un nombre limité de jeux, d'ailleurs souvent mal adaptés de ces bornes, n'étaient pas encore répandues chez le grand public. Mais l'arrivée des ordinateurs personnels en 1983 remet en cause toute la donne. En effet, la société Commodore commercialise à ce moment-là l'ordinateur personnel Commodore 64, et utilise pour le vendre une stratégie de vente très agressive. Ce qui entraîne un effondrement des prix. Le marché des jeux sur console, ne pouvant lutter à elle, d'une part à cause de sa dispersion des formats et d'autre part à cause de leur faible qualité, il finit par s'effondrer à la fin de l'année 1983. Le krach du jeu vidéo de 1983 commence. Les jeux vidéo vont alors se développer principalement sur les ordinateurs personnels durant cette période. Démarre alors la diffusion à grande échelle des ordinateurs personnels, appelés micro-ordinateurs à l'époque. Apple II, ZX80, Commodore 64, MSX, Amstrad CPC, tous ces noms doivent pour la plupart vous parler encore aujourd'hui. La plupart de ces ordinateurs personnels étaient alors surtout des adaptations de jeux d'arcade,
au graphisme élémentaire, dont le temps de chargement, à partir de cassettes audio, pouvait s'avérer assez long. Généralement de plusieurs minutes. Seule une chose pouvait alors mettre fin à ce marché et redonner vie aux consoles en voie d'extinction. Des héros, uniques à celle-ci, propres à la console même. Il fallait intervenir. C'est alors que voit le jour, sautant tout droit des bornes d'arcade, Mario alias Jumpman. Occasion pour lui de changer de nom et d'avoir un nouveau jeu propre à lui. Super Mario Bros, sorti en 1985, fut vendu à plus de 41 millions d'exemplaires jusqu'à nos jours, ce qui en fait d'ailleurs le jeu Mario le plus vendu au monde. Premier héros de jeux vidéo d'une longue série et de longues générations qui se succéderont sur bien des machines. C'est dans cette période que l'on verra d'ailleurs naître la plupart des icônes du jeu vidéo. À partir du moment où le marché des consoles de jeux fut redémarré avec des jeux spécifiquement développés pour elles, grâce à Nintendo et Super Mario Bros en 1985, une distinction sera systématiquement faite entre jeux sur console et jeux sur ordinateur. La guéguerre PCiste et consolier était déclarée. Niveau console donc, deux marques réussissent avec succès à s'introduire sur le marché. Nintendo donc, société japonaise qui s'était fait un nom dans les cartes à jouer et le domaine des jeux, sort en 1983 la Famicom. Une console de jeux vidéo individuelle. Et ce, pourtant en plein milieu du crack. Cela rendra son démarrage plutôt lent. Ses ventes restent faibles pendant un certain temps. Mais les jeux proposés font peu à peu augmenter la demande. La console possédant une technologie avancée pour l'époque pouvant afficher près de 50 couleurs sur un écran, pour un prix peu élevé, les ventes augmentent rapidement et permettent à la société de sortir la NES aux USA et en Europe. Console qui est en fait une Famicom remaniée sous un autre nom pour l'exportation. Elle est à ce moment-là quasiment seule sur le marché, possède l'appui massif des éditeurs et chaque lancement de nouveaux jeux est un succès. Enfin, en 1989 sort la Game Boy, première console portable, ancêtre de la Game & Watch parue en 1981, et dont j'avais oublié de vous parler et que je n'avais nulle part où placer. Enfin bref, quoi qu'il en soit, le marché des consoles réussit donc avec succès à sortir de la crise comme nous l'avons vu. Mario, mais aussi d'autres icônes comme Donkey Kong, Metroid ou Zelda, qui tirent la machine vers le haut. Nintendo, tout comme le marché, n'est plus que jamais au mieux de sa forme, avec des ventes de consoles dépassant les 60 millions d'exemplaires début 90. Mais attention, je n'ai pas dit qu'elle était seule sur le marché, j'ai dit qu'elle était quasiment seule. Et oui, de son côté, une autre entreprise essayait de sortir aussi son épingle du jeu sur ce futur marché prometteur. Il s'agissait de Sega. Sega, sorti en 1984, la Super Mark III, ou plus connue chez nous sous le nom de Master System. La console ne dépassera jamais les plus de 11% des parts de marché. Mais elle s'accrochait et résistait tout de même, encore et toujours face à l'envahisseur qu'est Nintendo. Mais les années 90 allaient tout remettre en cause, et changer à jamais le monde du jeu vidéo. La guerre des consoles était proche, et Sega comptait bien la gagner. Dans le prochain épisode! Des années 90 à 2000, vous découvrirez ce qui est advenu de Sega et de Nintendo. Qui aura finalement le dessus? La guerre des consoles aura-t-elle lieu entre deux parties ou bien un nouvel intrus fera-t-il son apparition? Que sont devenus les ordinateurs personnels? Quel sera leur avenir? Puis nous irons des années 2000 au futur. Quel fut l'avènement majeur des années 2000? En quoi les jeux vidéo ont révolutionné la vision du monde aux hommes? J'en fais pas un peu trop là. Et enfin, que nous réserve notre futur? Quel sera l'avenir des jeux vidéo? Un avenir fleurissant ou dépérissant? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Epic Chains of History. Hey!